écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes aujourd'hui à Marrakech chez le professeur Hamid Triki qui nous fait l'honneur de recevoir. Merci professeur. Merci d'être là. Et si nous sommes là évidemment, si on s'est invité chez vous, c'est pour nous parler des Almohades. Les Almohades qui sont une dynastie qui a régné à peu près 150 ans. C'est pas beaucoup dans l'échelle de l'histoire du Maroc, mais ça a eu un énorme impact dont on parle encore. L'impact le plus visible aujourd'hui est ne serait-ce qu'architectural, on peut dire ça, puisque c'est une grosse partie de notre patrimoine, ce que viennent voir nos touristes. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. Donc entre le démarrage de l'aventure à Tinmel vers 1920 et la fin de l'aventure avec la perte de Marrakech à 1269, il s'est passé beaucoup de choses de Ibn Tumart, Abdelmoumen, Yaqub Mansour. Comment vous parleriez déjà pour commencer de cette période vue dans l'ensemble de l'histoire de ce qui est aujourd'hui le Maroc? C'est une période plutôt glorieuse, plutôt... Pour moi, c'est évident d'abord que c'est une période... j'aime pas dire glorieux, mais c'est évident que c'est une des phases de l'histoire du Maroc les plus importantes. Mais pas seulement parce qu'il y a un an, ils ont créé un empire immense. Vous savez, qui part du Maroc vers l'Algérie, la Tunisie jusqu'à la limite de la Libye, qui part au nord jusqu'au sud de Tolède, en Espagne, qui conquiert les îles Baléares, etc. Et qui au sud s'arrête où à peu près? Au sud, ils ont plutôt contrôlé de loin que occupé. Les Almoravides, comme vous savez, sont du sud, ils sont venus, ils ont dominé les routes qui vont jusqu'au Sénégal, Niger, et les Almohades ont maintenu une certaine maîtrise de ces routes qui sont fondamentales pour l'économie du pays et de tout le bassin méditerranéen occidental. Est-ce que c'est la plus large version de l'Empire du Maroc en termes de superficie? Ah oui, il n'y a rien de comparable parce que... Même Ahmed Mansour n'a pas fait plus. Non, Ahmed Mansour, il n'est pas allé vers le Maghreb. Il est allé vers le sud. Il est allé vers le sud. Moulay Ismaïl, les Mérinides qui ont succédé aux Almohades et les Alaouites, surtout avec Moulay Ismaïl, ont poussé les Mérinides jusqu'en Tunisie, mais ce sont des coups, hein. C'est pas comme une installation comme elle a été faite, organisée, etc. par les Almohades. Et les Alaouites, surtout avec Moulay Ismaïl, ont essayé de reprendre pied à Tlemcen. Tlemcen, c'est la ville un peu victime de toutes ces collusions entre puissances maghrébines. Donc, mais tout cela se fait, particulièrement pour Tlemcen, en relation avec les routes transsahariennes, quand même, à travers Sijil Massal, Tafilalet, etc., pour la domination du commerce transsaharien, à la tête duquel il y a d'abord l'or. L'or. Oui. L'or africain. L'or subsaharien. L'or subsaharien qui venait du Mali, et sans lequel on n'aurait pas pu frapper des dinars, c'est-à-dire des monnaies en or qui, à un moment donné, au 11e, 12e et début 13e siècle, en fait, étaient la monnaie principale de tout le bassin méditerranéen. Le dinar almoravide ou almohade? Almoravide, puis almohade. D'accord. Mais ça s'appelle, du point de vue des Espagnols qui nous ont légué le nom, et qui vient de almoravide, c'est le maravédiche, morabiti. Hein? Mais au point que des comtes, des potentats de la Sicile ou de la Provence exigeaient d'être réglés en dinar maravédis qui peut être almoravide, qui a continué à circuler après les Almoravides, dont l'héritier c'est le dinar almohade et qui est pratiquement de même valeur. Donc c'était une sorte de puissance commerciale dont la monnaie était la devise principale, c'est ce qu'on peut dire. La monnaie plus la flotte militaire en Méditerranée. Ça paraît inattendu. Je suis surpris. Je le vois sur votre visage. Non, j'attendais pas parce qu'on a fait un podcast sur la flotte de... C'est moi ce livre. De Moulay Ismaïl et son côté un peu pirate. Pour vous convaincre, regardez, ça c'est une thèse. D'accord, donc la thèse, je la lis il n'y a pas d'image. Non. L'océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l'époque almohade par Christophe Picard, c'est ça? Ouais.
Oui, il est gros. Il est gros. Donc, Très sérieux. Il a dû se passer des choses. Et on a eu la chance que ce Christophe soit intéressé à la flotte. Pour résumer, parce que la flotte c'est très important pour les Almohades, puisqu'ils dominent le sud méditerranéen, ils vont reprendre aux Almoravides les Canaries, donc en fait, minimum, ils dominent le bassin occidental de la Méditerranée, militairement. Au point que, ça paraît aussi étonnant, l'initiative de signer des conventions ou des traités internationaux ou interrégionaux avec les villes de Pise ou autres, en Italie, c'est sur l'initiative des Almohades. 1162, on dit, attention, c'est un peu, sans exagérer, ou en exagérant même, c'est un peu la cinquième flotte du XIIe siècle. D'accord. Donc ça, ce n'est pas négligeable du tout. Mais il y a autre chose, si vous voulez qu'on continue. Ah, mais je vous en prie, hein, je vous écoute. Alors on l'a dit, la monnaie. Oui. On a dit la flotte. Ça, c'est au niveau de la puissance financière d'un côté, la puissance militaire de l'autre. Mais il y a une chose, quand on évoque que superficiellement, quand on parle du totalitarisme des Almohades, c'est peut-être le premier ou l'un des rares pouvoirs partis du Maroc et au Maghreb, au pays du Maghreb et en Andalousie, qui a eu une politique d'aménagement du territoire. D'un grand territoire, en l'occurrence. Très grand territoire et très gros aménagement par l'irrigation. Immense bassin, il n'y a qu'à voir à Marrakech. La Menara et l'Agdal, c'est Almohade. Et la même chose à Séville. Oui. Et ailleurs, en Tunisie, etc., en la région de Tlemcen. Donc, il y a une grande politique d'aménagement avec même... Vous parlez de distribution d'eau, là, c'est ça? C'est la distribution d'eau, mais aussi un programme de culture industrielle. Ah, d'accord. Comme le coton, d'agriculture irriguée. mais aussi pour servir également combler les besoins de l'armée. Parce qu'ils pouvaient déplacer des dizaines de milliers de soldats. Des dizaines de milliers de soldats. Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que nous, on a un grand problème dans l'histoire du Maroc, c'est la difficulté, en particulier à cause de l'absence de fiction ou d'œuvres, même fausses, mais au moins qui auraient pu exister. Est-ce que vous pouvez nous aider à visualiser un soldat almohade? Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il a une armure en cuir? Est-ce qu'il est sur un cheval, sur un chameau? Est-ce qu'il a une épée? Est-ce qu'elle est recourbée? Est-ce qu'elle a un casque? Dites-moi ça. J'ai besoin de ça. Très bonne question, sauf qu'il n'y avait pas qu'un modèle de soldat almohade. Mais bien sûr, c'est une armée d'avoir des modèles. Non, il y avait les Almohades, ce sont des tribus berbères, Masmouda, venus du Haut-Atlas, oui. Mais qui vont incorporer la tribu de Abdelmoumen qui vient de la région de Tlemcen, de Nadrouma. Znata, plutôt. Limite, Znata, disons, mais qui vont aussi incorporer déjà sous Abdelmoumen les tribus arabes dites les Banu Hillel, qu'ils transplantent depuis la Tunisie jusqu'aux plaines atlantiques marocaines, en leur faisant miroiter que là-bas, de l'autre côté du détroit, il y a des blondes, il y a des fleurs, il y a des rivières. C'est le paradis, quoi. Hein. Ouais. Mais en fait, ils les implantent plutôt dans la région de Casa. Et donc, il y a les Berbères, il y a les Arabes, il y a des mercenaires. Chrétiens ou turcs. D'accord. Dans l'armée, on parle de l'armée. Là. Dans l'armée, oui. Alors, les mercenaires chrétiens sont hérités déjà de la tradition almoravide. Mm-hmm. Ils restent plus ou moins sous la tutelle almohade et sont pour la majorité, ils viennent de la Catalogne. D'accord. Parce que les Almohades, ou les Marocains, les musulmans, c'était pas facile de prendre, il faut expliquer pourquoi, pas facile de prendre des mercenaires chrétiens de l'Andalousie avec laquelle on était constamment en guerre. Mais par contre, la Catalogne, elle est intéressée économiquement par le détroit, hein, il est en pleine expansion, Barcelone et tout ça, parle du XIIe, XIIIe siècle, mais en même temps, il est rival de la Castille. D'accord. Et elle obtenait plus facilement que la Castille trop catholique, dans la mesure où la Castille n'admettrait pas que le pape puisse sanctionner l'engagement de mercenaires chrétiens castillans. Avec les musulmans. Par contre, les Catalans, ça passe. Les Catalans, comme les Génois et les Hollandais plus tard, eux, c'est des marchands et puis c'est tout. C'est-à-dire, quand vous dites de mercenaires, c'est des gens qu'on paye pour venir combattre dans l'armée almohade. Ils sont engagés officiellement avec autorisation du pape, à la demande de la puissance comme l'Aragon qui va demander au pape d'autoriser. Mais après négociation avec le calife almohade, ou avant avec les émirs almoravides, je dis émir pour les almoravides et calife, parce que chacun des almohades ont pris le titre de calife par opposition à Bagdad.
Alors donc, il y a donc un contrat qui implique qu'ils soient payés, qu'on ne fasse aucun acte de prosélytisme à leur égard, et que même on soit arrivé à un moment donné, particulièrement au début du XIIIe siècle, avec l'affaiblissement de l'Empire almoravide et le besoin d'avoir des soldats de métier comme les Aragonais, on est arrivé même à autoriser la construction d'une église. Pour eux. À Marrakech, pour eux. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est tout à fait légal, autorisé, sous traité, etc. Donc on a une armée avec des Beno Hillel, des Alors, Msmoda, des Catalans. Alors, je sais toujours pas à quoi elle ressemble. Là, je vais vous dire, maintenant, on a Une fois qu'on a campé posé les choses. le c'est casting. tout. Le corps d'armée, disons le noyau principal des Almohades, est constitué par des gens recrutés dans les tribus qui ont adhéré au mouvement depuis Tilmelt. Depuis Ibn Tumert. Depuis Ibn Tumert et juste après. Ils sont d'abord berbères. Ils ont une tenue spéciale, c'est-à-dire qu'ils ont des couleurs de costume. L'entourage immédiat a d'autres couleurs. Les gouvernants qui sont figures ou les commandants ont d'autres couleurs. Mais il y a des couleurs interdites au commun. C'est ce qu'on appelle Ahl Dar, Ahl Ashra, Alors non, El, Ashara et El, ça c'est en fonction de l'entrée, les chefs des tribus de le Haut Atlas ayant adhéré à la doctrine almohade. C'est des cercles concentriques en fait. Mais en fait, derrière les Ashara qui sont, il y a des chefs, mais derrière ce chef, il y a leur tribu. Oui. De même pour Al-Khamsin, Al-Arba'in, tout cela est un petit peu calqué, soit par le génie d'Ibn Tumert, mais pas forcément dans le bon sens. C'est qu'en partant à Tilmel, il voulait essayer de, comme il se disait, dit impeccable, infaillible, etc. Il voulait laisser voir l'image qu'il est dans le même état que le prophète quand il est allé de Médine à Al-Ashara. Oui, bien sûr. C'est une buse au Sahabo Ashara. D'accord. Les 50, c'est la même chose. Alors, ça, c'est la garde rapprochée, si vous voulez. Il y avait une garde particulière, formée, celle-là, parce que le génie de Abdelmoumen a fait qu'il a, dès le début, créé une espèce d'école d'administration avant la lettre, mais avec formation militaire, comme celle qu'on fait aujourd'hui à Knetra, avec les fils de notables, comme celle qui a été créée par l'IOT, par la Suisse, qui s'inspire de Abdelmoumen du reste. Alors donc, ce corps s'appelle les Talaba. Je ne peux pas vous dire exactement, c'est pas facile de trouver les costumes. Moi, je m'intéresse beaucoup aux costumes, mais c'est pas facile de trouver On sait que l'armée, mais c'est vraiment le hasard d'une fuite dans les chroniques historiques. L'armée almohade proprement dite, c'est-à-dire constituée des gens de la première heure et des tribus du Haut Atlas fidèles. On sait qu'ils étaient habillés avec des espèces de tuniques en coton copte, qui vient d'Égypte. Oui. On sait qu'il y avait une couleur pour les califes qui était exclusive, en particulier le mauve. On pense presque à Richelieu là-dedans. D'accord. Vous êtes habillé en mauve, il faut le dire. Oui, c'est pour l'occasion, bien entendu. C'est un calife. Alors il y a les tribus arabes. Les tribus arabes étaient reconnues plutôt avec leur zan. Parce qu'en principe, les berbères n'étaient pas tous, au Moyen-Âge, portaient pas tous un turban. Ça a même créé des problèmes avec l'Andalousie et tout ça. Des problèmes, c'est-à-dire pourquoi on accepte que les soldats andalous portent le turban, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors donc, il y a ça. Mais il y a les mercenaires, qu'ils soient les Aragonais, qu'ils soient avec les Almoravides, sont caparaçonnés. Cela, c'est à la manière du combattant médiéval, féodal, casqué, avec l'armure et tout ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote à propos qui montre que le turban était important. Mais c'est une anecdote. Mais je vous en prie. Seulement, elle est historique. Elle est dite dans les textes de l'époque. Après une victoire, on a organisé avec les Almohades d'immenses revues. Ici, à Marrakech ou ailleurs, mais surtout à Marrakech, un peu comme ce qui vient de la Ménara jusqu'à Darmkhzen, c'est-à-dire jusqu'à Mchouar, toute cette grande artère. Comme un triomphe romain. Triomphe romain. Mais on faisait passer dans un ordre extrêmement strict et très protocolaire, selon l'entrée dans la doctrine, etc., de telle ou telle personne, telle ou telle tribu. On faisait défiler. Et lorsque est arrivé une fois
le tour des Arabes, alors toujours le fawda, malheureusement. Alors, le défilé consistait à ce qu'ils passent devant le calife et qu'ils reçoivent pas seulement leur paye, leur solde, mais une prime pour la victoire et en plus des costumes. C'est comme ça qu'on sait qu'ils étaient habillés avec des tissus coptes ou avec ceci. Mais les Arabes étaient reconnaissables à cause de leur turban. Je ne sais pas quelle était la couleur, peut-être blanc, mais reconnaissables à cause de leur turban. Et donc, quand on passe, on vous donne une prime de tant de dinars. Et ceux qui voulaient toucher 2 fois la prime, changer de turban. non, ils faisaient une pirouette autour d'eux-mêmes. D'accord. Et derrière, ils sont d'accord avec celui qui est derrière qui va tirer le turban pour lui permettre de repasser par derrière. Sans turban. Ça s'explique peut-être parce qu'après, ils changeaient de turban ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'histoire du turban joue un rôle qui leur permettait malicieusement de se faire payer 2 fois. Au niveau de l'armement, l'arme la plus importante, enfin l'arme protectrice la plus importante depuis les Almoravides, c'est une darqa, c'est-à-dire un bouclier. Un bouclier qui est peut-être à l'origine, certainement même à l'origine de la souplesse des manœuvres et des Almoravides, puis des Almohades après. Ce bouclier est en cuir. Il est taillé sur la peau d'une antilope du Sahara qui est beaucoup plus grande que la gazelle. Et il s'appelle Al-Lamt, comme Lamta, la tribu almoravide qui est autour de, vivotait à l'époque au XIe siècle, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui Glémim. D'accord. Et il était constitué de plusieurs couches. Ça, je le détaille parce que c'est principalement une des supériorités au niveau de l'armement. Pendant que les chrétiens avec lesquels on se battait avaient du métal qui les alourdissait, ouais. Là c'est du cuir, mais c'est plusieurs couches d'antilope. Comme le vda, de tapis de prière, entre une couche et une autre. Mais bon, on dit qu'on les laisse 1 an dans le lait de chamel et qu'il est il y avait une industrie donc. Très corsé. Il y avait une industrie très très importante au point que il y a des ateliers pas seulement partout, mais particulièrement à Fès, et qui pouvaient être pour les généraux, etc. Il est pas extrêmement beau. Il y a 2 ou 3 modèles, dont un à Berlin qui sont magnifiques, brodés, etc. Quel est l'avantage? D'abord la légèreté. Deuxièmement, la solidité. Les textes disent qu'un coup d'épée ne les tranchait pas. Troisièmement, parce qu'ils protégeaient et le cavalier et le cheval, à cause de leur dimension. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'arme principale. Le reste, c'est du javelot, c'est des épées, c'est la flèche, etc. Petit détail intéressant que nous a dit dans un autre podcast, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Il paraît qu'ils avaient des tambours qui les accompagnaient dans leurs attaques. Ah oui. Le tambour almohade. Moi, il m'intrigue beaucoup ce tambour. D'ailleurs, moi je vous recommanderais, quand on parle des almohades, de mettre le grand coup de tambour d'Ahwash. Ça ressemble à ça, là. Si, ça n'a pas pu changer. Là, il y a toute une hiérarchie de tambours. Le plus grand, qui était énorme. Je ne sais pas s'il fait 3 mètres ou 2 mètres et demi ou quelque chose comme ça. Peut-être 3 mètres, c'est beaucoup. De diamètre, je veux dire. Ça, c'est celui qui annonce la marche. Il est au devant et c'est ce qui annonce la marche. Ça, c'est le tambour derrière lequel se trouve le cortège émiral. Et puis, il y a tous les petits-enfants du tambour qui suivent. Et ce tambour n'avait pas que le rôle avec un bruit, d'annoncer le départ, mais même les textes disent qu'il sème la crainte, la terreur un peu, l'effroi dans le cœur de l'ennemi. Oui, et il remonte le moral des combattants aussi. Oui, enfin, le tambour, c'est toujours... ça excite. Ah oui, bien sûr. Ça excite. Comme les hommes ont tendance à se tuer, à s'entretuer.
Oh, Non, mais les ils ont tambours. besoin d'excitants. On retrouve les tambours dans beaucoup d'armées, mais on n'avait pas la vision de. On reste sur les symboles. Est-ce que le drapeau qu'on voit traîner Ouais. sur Internet, une sorte de fond rouge, Oui, avec oui, pour oui. aller vite un damier noir et blanc au milieu, Ouais, 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 ouais. c'est vraiment le drapeau almohade? Absolument, parce que c'est un drapeau qui a été pris à la défaite principale, Las Navas, Las Navas de Tolosa, donc en Andalousie, en Andalousie, 1212, et qui est conservé. chez les Il est Espagnols. conservé dans un couvent royal en Espagne. Donc, il a été même restauré là-bas. etc. Moi, je l'ai vu sur place. Il existe absolument. D'accord. D'accord. Il y a une inscription coranique autour qui dit que faire le djihad, c'est le meilleur des commerces. Il faut le prendre dans les deux sens. Le commerce au sens large vis-à-vis de Dieu, mais aussi le commerce tout court. Bien, Sheila. Parce qu'il y a les rapines, etc. Et la deuxième chose, c'est que quand on observe l'encadrement de ce drapeau, peu de gens le remarquent, ce qui est à droite, la ligne, la lisière à droite et à gauche, c'est absolument un tapis berbère du haut Atlas, comme il existe toujours, qu'on appelle le Taznacht. L'épopée almohade commence avec Ibn Soumart. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il est présenté comme une sorte de prédicateur puritain qui va commencer sous les Almoravides à semer sa doctrine plutôt dure, en se basant sur des modes de vie jugés décadents des Almoravides, et c'est comme ça qu'il va commencer à fédérer ses premiers adeptes avant que Abdelmoun ne prenne le relais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage de gourou un peu de Ibn Soumart, un peu gourou politico-religieux, avec une volonté de se rapprocher de l'imagerie du prophète? Comment vous voyez ça, vous? Si on le juge en tant que, j'allais dire d'État, mais presque, sous l'angle politique, c'est un grand malin, très doué. On laisse de côté doctrine. Mais d'abord, c'est un chasseur de tête et il ne s'est pas trompé sur Abdelmoumene. Ça, c'est la première des choses, puisque c'est lui qui l'a choisi et qui l'a convaincu à le suivre. Ensuite, tous ceux qui sont autour, les 10, par exemple, à Tinmel, il a su les caster. Les caster. Et là où il est, je parle pas de la doctrine, là où il est intraitable, parce que pour lui, le mouvement doit absolument réussir. L'ennemi, c'est les Almoravides, il faut les détruire. L'ennemi intérieur, dans les rangs des tribus, le moindre tribu récalcitrante, elle est non seulement écartée, mais les chefs sont exterminés. Les individus aussi sont exterminés, et c'est ce qu'il appelait tamyiz, c'est-à-dire... Tamyiz, une sorte d'épuration. Oui, une épuration. On va rester sur cette période parce que Daniel Rivet, qui est l'auteur de l'histoire du Maroc, qui est un ouvrage très respecté dans votre milieu, fait une comparaison avec le léninisme au sens de la doctrine, et y compris avec les épurations qui vont avec. Oui, on pourrait dire qu'il y a Lénine et il y a Staline. Voilà. Staline serait Abdelmoumene. Voilà. Et Lénine serait l'idéologue. Est-ce que ça vaut quelque chose, cette comparaison? Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à comparer avec l'incomparable. Bien sûr, le seul point, c'est que voilà notre doctrine, vous êtes pour ou vous êtes contre. Si vous êtes contre, vous êtes éliminé. Il y a rien d'autre. Tamiz. Mais il faut quand même pas négliger le côté organisateur d'Ibn Soumart. Il y a bien sûr ce qu'on dit, ce qui est vrai, il y a l'intransigeance, le totalitarisme, tout ce qu'on veut, l'intégrisme, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et qu'on l'appliquerait à Ibn Soumart. Mais il ne faut pas oublier que si l'empire almohade s'est constitué, c'est tout de même sur la base de la structuration avant 1130 à Tinmel par Ibn Soumart. C'est-à-dire, le futur État fut un État extrêmement centralisé, où tout est construit selon une stricte hiérarchie, où tout fonctionne déjà avec Abdelmoumene de manière
qu'on pourrait qualifier avant la lettre de bureaucratique, c'est-à-dire par l'écrit et les missives envoyées partout, annonçant et informant de tout ce qui se passe. Nous avons vaincu ici, nous avons fait cela, nous avons fait ceci, et tout ça est dans ce qui est publié, qu'on appelle les lettres officielles almohades. Donc il y a une modernité dans cet État almohade, on peut le dire, voilà. Absolument. Qui a été en particulier développé par Abdelmomen, donc qui a pris la succession de Ibn Soumert, et qui avait un côté, alors on peut présenter Ibn Soumert comme une sorte de charismatique, religieux, idéologue, et Abdelmomen comme un homme d'État, un côté guerrier et politique. C'est bien ce qu'on peut dire. Absolument. Et l'homme qui est présenté aujourd'hui comme ayant plus ou moins réalisé l'unité de l'Afrique du Nord. Je crois que vous avez tout dit. Non, j'ai plus rien à dire. Oui, ça fait 3 jours que j'essaie de trouver des questions. Ça va. C'est les questions donc on arrive à Abdelmomen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage qui, paraît-il, vient pas de Msmoda, il vient de l'extérieur, il vient de la région de Tlemcen. Voilà, et qui s'impose et qui fait de son pouvoir un pouvoir héréditaire aussi. Oui, j'aimerais d'abord évoquer ce que j'appellerais l'homme et son double, ou l'homme et son image. Parce que parler de modernité, sur ce plan-là, il y a modernité au niveau de l'art de la communication et de la construction d'une image, justement, de quelqu'un qui est étranger au lieu où il va être élu, alors qu'on est dans un milieu tribal, qui est celui du Haut-Atlas. Alors que lui, il vient de la région de Tlemcen. Mais comment il va construire cette image ? Il va la construire de la manière suivante. Lui avait un compagnon. Et ce compagnon, qui va être tout le temps à côté de lui, a écrit ses mémoires. Il s'appelle Beydaq. Les mémoires de Beydaq. Ils sont traduites en français, ils existent en arabe. Le Beydaq est l'historiographe qui suit de près Abdelmomen dans tout ça. D'abord, au niveau de la rencontre avec Ibn Soumert, dans la région, l'arrière-pays de Bougie, Bjaïr. Abdelmomen est alors un jeune homme de moins de 20 ans. On le décrit, je vais vous lire ce qu'on dit, c'est pas mal de le voir. Ah ouais, c'est bien, on aime bien les images. Alors, on va dire d'abord comment il est. Il est blanc, il a les yeux clairs, il a un grain de beauté noir sur la joue à droite, c'est comme ça qu'il est décrit. C'est un homme, dit-on, d'un génie de la politique, très éloquent, très entreprenant, à la recherche des plus grands actes possibles, politiques et autres. Ne recule pas devant le sang qu'il verse. Ça, c'est au moment où il va à peine apparaître, et au moment où il va commencer la conquête du Maroc. Par contre, on dit de lui, et ça trahit ce qu'il pense, on dit il se récitait tout le temps un vers du poète Moutanbi, إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. Si tu as l'ambition d'accomplir un haut fait, que les étoiles soient alors ton unique but. Ou les étoiles ou rien. Alors, comment l'image s'est construite ? Il est d'origine humble. On pense que la réalité, c'est que son père était potier. Mais qu'un jour, sa maman aurait eu un rêve. Elle a vu comme du feu, de la lumière qui sortait de son ventre, alors qu'elle était enceinte. À droite, à gauche, au nord, au sud, dans toute la direction des points cardinaux. Elle est allée chez celui qui devine les rêves, qui explique les rêves. Et attention, lui a-t-il dit, tu vas enfanter un enfant qui gouvernera le monde à droite, à gauche, au nord, au sud, etc. Elle a raconté à son frère, la maman. Et là, ça reproduit déjà l'histoire du Coran de Joseph et ses frères. Attention, garde ça secret pour toi, ne le dis à personne. Certainement, et cet enfant que tu portes en toi sera quelqu'un. Alors, et peu à peu, la légende a commencé à se perfectionner. À partir de la maman, de la vision ou du rêve, on commence à dire que le pays, à propos d'Ibn Soumert, un poème de l'époque, il naîtra parmi eux un homme de visage blanc, de stature virile et d'aspect affable.
sa physionomie sera pleine d'éclat et son teint aussi brillant que si de l'eau en coulait goutte à goutte. Et on dira à partir de là que tout ce qu'il abordait ça lui inspirait une telle Hiba, un tel charisme qu'on dirait qu'en fait il est fils de roi et qu'il est né avec cette hiba de la royauté. Après on dira il va convaincre aussi bien il va vaincre par l'armée aussi bien les Arabes que les non-Arabes et il gouvernera le monde d'un bout à l'autre, mais il respectera les gens de science et de piété. Alors, moi, je vais poser une question par rapport à toute cette imagerie. Est-ce qu'on n'est pas là, typiquement, dans le genre de message, de prophétie, qui vient justifier un pouvoir en place et qui s'écrit après, justement, la prise de pouvoir? C'est exactement ça. Bien entendu, ça n'a pu être créé ou dit qu'une fois que Abdelmoumen a conquis le pays. Le pays, c'est-à-dire le Maroc en entier, au moins. Parce que pour conquérir le Maroc, il a fallu qu'il mène une campagne de tir par les montagnes exclusivement, mais pendant 7 ans, de Tilmel jusqu'à la région d'Oran. Et c'est à partir de là qu'il est descendu de Fès, Sebta, Fès, Rabat, etc., le Tadla plutôt, jusqu'à Marrakech. Et donc, cette image ne pouvait avoir été... Elle existe dans les chroniques almohades, mais... relativement, c'est pas chez El Beydak qui lui décrit la rencontre avec Ibn Tumert, etc. Non, mais un peu plus tard. C'est ça. Or, on a plusieurs signes qui montrent qu'il était, après coup, on était en train de faire valider l'image pour légitimer... construire la légende aussi. Mais surtout pour légitimer le pouvoir. Pour légitimer le pouvoir. Comment un pouvoir, cette période-là, on est en 1100 et quelques, comment il diffuse sa doctrine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imprimerie, d'accord? Il n'y a pas d'internet, de télé, de médias. Comment ça se diffuse? Par les mosquées, par le texte, par les crieurs? Comment on fait pour glorifier, pour donner des informations aux gens, y compris la propagande? Le lieu, c'est les mosquées, toutes les mosquées de l'Empire. Le moyen, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, c'est le papier. D'accord, donc c'est l'écrit. On avait des prêches centralisées, par exemple. On avait des prêches partout en Andalousie, au Maroc, à Fès, à Salé, à la région de l'Est espagnol, à Cordoue, etc. On fabriquait beaucoup de papier, mais rien qu'à Fès, à l'époque almohade, il y avait 12 ateliers de fabrication de papier. Restons sur les chiffres. J'ai lu quelque part qu'il y avait 3500 ateliers de tissage, quasiment 500 moulins hydrauliques. Fès, on parle de ruches manufacturières. Oui. Vous confirmez ça? Oui, parce que ça, c'est censé être extrait d'un document officiel. Or, ce document, on le doit aussi à Abdelmoumen, qui a couvert une fois l'Empire complètement dominé. Il se posait la question de, entre autres, comment dominer ça et comment répartir l'impôt. Oui. Alors, Abdelmoumen a fait exécuter par ses topographes un levé topographique de tout le Maghreb. C'est comme ça qu'on est capable de dire le nombre d'ateliers de tissage à Fès. La seule papier qui a été sauvé de cette énorme investigation dans l'espace, c'est ça. Parce que celui qui a rapporté ça, il est de l'époque de Nasser, c'est-à-dire de l'arrière-petit-fils de Abdelmoumen, et il laisse entendre qu'on ne peut comprendre cela que dans le cas de Fès où ces éléments statistiques ont été sauvegardés. Ce que vous voulez dire, c'est que peut-être qu'il y avait la même industrie à Marrakech ou à... Non, la même industrie, on ne parle plus maintenant uniquement du papier. Mais on parle de tout ce qui est dans ce papier, c'est-à-dire les autres ateliers. Tout cela devait, malheureusement, il est perdu, mais il existait pour tous les grands centres productifs de tout l'Empire. Alors ces grands centres, c'est quoi? C'est Marrakech? Ce sont d'abord les grandes capitales régionales, à la tête desquelles il y avait surtout disons, nominalement, des princes. Oui, la famille royale gouverneur en fait. Mais ils étaient en fait des vice-rois. Vice-rois de l'Andalousie, de Tlemcen, de Bougie. Les grandes capitales, c'est à part Marrakech, il y avait Ceuta, il y avait Fès. Je parle que du Maroc. Puis l'Andalousie, il y avait surtout Séville. D'abord Grenade, puis Séville. Je parle époque almohade. Ouais. Puis au-delà,
il y a Tlemcen, siège aussi régional. Il y a Bjaïa, siège régional. Il y a Tunis également. Et ça va jusqu'à la limite de la Libye. Alors, comment se diffuser, parce que je n'oublie pas le sujet, comment se diffuser? La propagande. On s'en rend compte à partir des multiples lettres almohades publiées. Les lettres officielles sont des missives. J'aimerais commencer en restant avec Abdelmomen, d'abord de la missive la première, la plus importante. Déjà, Ibn Tumurt en avait envoyé. Hein. La plus importante parce qu'elle concerne, elle intéresse l'organisation de cet empire nouvellement établi par Abdelmomen. On a vu que jusqu'à 1147, c'est la prise de Marrakech. À partir de ce moment-là, Abdelmomen domine la situation, il est le calife. Il monte à Tilmel pour rendre les ultimes hommages à la tombe Du fondateur. Et de là, il envoie partout, là où il y a ce qu'on appelle les talabas, c'est-à-dire les lauréats de l'école d'administration, parmi lesquels il y a les inspecteurs des finances, il y a pas, c'était très, très, très organisé. Mais les talabas, leur rôle, c'est justement de lire en bilingue, arabe et berbère, et l'imam devait être bilingue dans les mosquées pour pouvoir atteindre le maximum de personnes les vendredis ou n'importe quel autre jour où on doit lire. Mais en même temps, tous les jours, à une prière donnée, on doit expliquer en bilingue la doctrine. D'accord. Dans toutes les mosquées. Donc, il y a cette manière de diffuser. Ça veut dire qu'il y avait un circuit également de diffusion physique avec de la poste, des chevaux. Justement, c'est très bien parce que ça m'amène à dire comment Abdelmomen, et c'est une différence fondamentale au Maroc entre l'époque de Abdelmomen et 1900. L'organisation du courrier postal officiel, Abdelmomen l'a faite dans la lettre qu'il a envoyée, pas la lettre, c'est une espèce de codification qui peut tenir lieu avant la lettre d'une espèce d'embryon de constitution de l'État. C'est ce que je voulais dire, une constitution. Et il dit là, lui, il série les problèmes toujours ça commence par, ça s'appelle la missive des chapitres, Risalat al-Fusul. Chaque fois, il dit, on nous a rapporté que voilà comment il faut agir dans tel cas. C'est ça la réglementation. Bien sûr, au début, il y a la doctrine et ne pas boire le vin, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, pour le cas du courrier. Il dit, les rqas, le mot est utilisé déjà. Les rqas, qui portent le courrier de l'État, doivent, aviser le premier gouverneur vers lequel ils se dirigent, pour qu'il leur prépare le cheval, le logis et la nourriture pour eux et leur monture. Et pour qu'après, il avise le gouverneur suivant vers lequel ils vont se diriger avec les nouveaux appareils, etc. Qui lui a préparé les chevaux. Ça, c'est une première chose. Il leur est interdit, c'est ça la différence avec 1900, il leur est interdit à Serkas de loger chez l'habitant, ni de toucher quoi que ce soit chez l'habitant, comme redevance ou quoi, ou par la force ou c'est illégal. Alors qu'après, le casse, il est avec une fusil ou pas, il dort chez les habitants, il fait ce qu'il veut, etc. Non, là, c'est interdit. Maintenant, dans cette Risalat al-Fusul, il y a beaucoup de choses. Il cite par exemple... Vous l'avez sous les yeux, Risalat al-Fusul? Oui, je l'ai. Elle est disponible, on la trouve facilement? Je l'ai écrite à la main, mais... Est-ce que c'est dans cette lettre qu'il parle de la peine de mort? Oui, c'est celle-là. C'est là où j'arrivais. Alors, je vais vous lire quand même, par rapport à la collecte des impôts. ولقد ذكر لنا في أمر المغارم والمكوس والقبالات. قبالات, c'est la gabelle. وتحجير المراصي. Le fait de monopoliser, le monopole exercé sur les ports. ما رأينا أنه أعظم الكبائر. C'est la plus grande des péchés. ولئن نقل إلينا والله الشاهد, يعني الجور, أن نوعا من هذه الأنواع المحرمة يتولاه أحد هنالك من البشر لنعاقبنه بمحو أثره. Alors, je vais vous lire là. On est dans l'organisation de la vie quotidienne, c'est-à-dire des habitudes Une fois la conquête établie, on n'est plus dans ce qui était dans la conquête, c'est-à-dire on tue et puis c'est tout.
C'est ça qui est important ici. On organise. Je vous dis pour la peine de mort. فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير, quand vous aurez achevé de lire ceci Au peuple. au grand public, اكتبوا منه نسخا إلى كافة قبيلة من قبائل ذلك النظر. Alors reproduisez cela diffusez. à toute tribu. وكل كرة partout et chaque district. Voilà. À propos de l'exécution de la peine de mort, c'est le dernier article. Il dit il est absolument interdit d'exécuter la peine de mort, quel que soit le degré d'instruction juridique. Du Qadi. Oui, à tout niveau, sans en avoir référé au calife, seul habilité à prononcer l'exécution de mort. C'est clair et net. Mais comment vous expliquez cette décision? C'est une volonté de justice, une volonté de... Comment Il y a... Parce qu'on est dans un temps où c'était pas à la mode, la suspension des exécutions, ou bien c'est juste une façon de centraliser le pouvoir, ou... Expliquez-moi. Il y a les deux. On ne peut pas détacher ça de la volonté d'un pouvoir très centralisé et très bureaucratique. D'accord. Ça, c'est une chose. Ça, c'est clair. Mais de là à supposer autre chose, c'est tout à fait plausible. Que peut-être, une fois terminées les guerres sanguines, il va y avoir d'autres guerres, mais ce n'est plus noir c'est noir, blanc c'est noir. Ouais, Non. ouais. L'exercice du pouvoir, en général, ramollit la doctrine. Alors là, La théorie. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait penser? Que peut-être par cela, il aimerait un petit peu atténuer ce qu'on a pu dire ou qu'il entend dire Sur l'extrémisme. sur son extrémisme. Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les Almohades. C'est magnifique de vous écouter. On a vraiment l'impression d'être avec eux. On vous remercie. Et puis, on signale évidemment qu'il y a la suite de ce podcast. Il sera disponible la semaine prochaine. Toujours avec vous, c'est Hamid, et toujours sur les Almohades. Et merci beaucoup d'être avec nous, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.